Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. La façon qu'on pense justement dans le chemin de carrière. Ça va même au-delà de ça, la façon qu'on pense l'éducation. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alison, comment vas-tu ? Super Alexis, et toi ? Ça va bien, c'est ce qu'on se disait. On disait qu'il y a des petites vagues de chaleur respectivement en France et en Suisse et que ça nous fait tout drôle parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vécu. Donc comme quoi, même à distance, on est un peu rapprochés par la météo. C'est déjà ça. C'est clair, l'été approche et c'est tant mieux. Exactement. Alison, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Tu as été très demandé, hein. Il y a plusieurs personnes qui sont passées dans ce podcast qui t'ont recommandé et nous pouvons enregistrer. Déjà, avant même de rentrer dans le contenu de ce dont nous allons parler aujourd'hui, je vais peut-être te laisser la parole pour te présenter ainsi que ton entreprise. Enfin voilà, la petite tradition comme à chaque fois. Super, merci en tout cas et merci à toutes et à tous qui ont mentionné mon nom. C'est toujours sympa d'être invité en tout cas. Du coup, moi c'est Alison, je suis australienne, mais ça fait bientôt 8 ans et demi que je travaille en France et dans des entreprises digitales comme Le Bon Coin ou plus récemment dans 3 startups early stage, notamment le dernier Screen qui vient d'être acheté par Datadog. Donc, j'ai eu l'occasion de découvrir le monde du travail en France depuis assez longtemps. Au début, avec un regard vraiment d'étrangère, venant d'un système 100% différent, qui m'a permis de spotter des petites choses qu'on pourrait potentiellement améliorer. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière que j'ai toujours travaillé soit pour des directeurs RH, soit pour les directions d'entreprise tout court, qui ont été ouverts à mes propositions, parfois un peu plus folles que d'autres. Et du coup, aujourd'hui, je suis une directrice dans l'équipe People de Datadog et je m'en occupe des parties projets. Et du coup, justement, aider les équipes de Datadog à voir comment on peut améliorer des choses côté RH et également au sein de la boîte au sens plus large. Et Screen, avant même de parler de l'acquisition par Datadog, juste pour nous donner un ordre de grandeur, c'est combien de personnes ? Oui, tout à fait. Alors, Screen, quand je les avais rejoints en 2018, ils étaient une équipe de 12 personnes. Du coup, j'étais le 13e salarié. En janvier, juste avant l'acquisition, on était environ 90 salariés. Et avec la particularité d'avoir des salariés en France, comme aux États-Unis, comme dans 18 autres pays et villes différents le monde entier. Donc, ce qui nous a fait des belles challenges de culture de boîte, comme tout penser à un travail distribué, même avant la pandémie, nous a mis dans cette situation où il était nécessaire de penser tout ça. Et alors, c'est intéressant qu'on parle d'international et que tu as exprimé le fait que tu es australienne, parce que c'est pas tout à fait anodin. On va parler d'un sujet dans lequel on pourrait dire que le monde latin et le monde anglo-saxon n'ont pas la même représentation des choses. On va parler un peu de la philosophie de carrière et du travail et de le prendre par deux bouts. La question du poste, qui est très latin, on parle de fiche de poste, on peut voir comment est-ce qu'on passe d'un poste à un autre, et une autre représentation, peut-être plus anglo-saxonne, celle des skills dans lequel on pourrait ranger évidemment les compétences, mais peut-être aussi les talents, globalement, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, et qui, vous l'avez bien vu, est une manière de découper la représentation de soi et de sa vie professionnelle assez différente de celle du poste. Alors, est-ce qu'on y va ? Oui, tout à fait. Alors, du coup, ouais, vas-y, je te laisse attaquer, là, je te sens très très parti, là, vas-y.
J'allais dire, comme introduction en tout cas. Je pense qu'un des plus grandes différences avec le monde anglophone en tout cas, et ce que j'ai pu voir en Europe ces derniers 8 ans, c'est la façon qu'on pense justement dans le chemin de carrière. Ça va même au-delà de ça, la façon qu'on pense l'éducation. En France particulièrement, on peut demander aux étudiants qui ont 14 ans de déjà choisir une voie. Donc il faut déjà savoir à 14 ans ce qu'on souhaite faire pour le reste de nos vies. Ce que je trouve est beaucoup à demander à un enfant de 14 ans parce que J'y suis pas arrivé, moi, hein. voilà, À voilà, 14 ans, mais j'ai pas réussi. exactement, mais même à 18 ans, même à 25 ans, peut-être, enfin, on a tellement peu vécu le monde du travail, on a tellement eu peu d'exposure au potentiel, aux options qui sont là, que c'est quelque chose de très difficile à demander à nos enfants, alors que c'est assez classique en France. Et puis ensuite, on enchaîne sur une éducation tertiaire. En France, surtout, 5 années d'études supérieures sont plutôt classiques, c'est même pas exceptionnel. Alors que dans le monde anglophone, c'est plutôt une exploration. Même la façon que le système éducatif est fait, c'est beaucoup moins. On apprend certaines choses qui sont prédéfinies et il faut le répéter, il faut qu'on les a intégrées et puis ensuite c'est comme ça qu'on a des bonnes notes et qu'on a accès à l'enseignement supérieur. Alors, il n'est pas parfait, le monde anglophone, je tiens à le préciser, mais c'est beaucoup plus une exploration. Du coup, par exemple, au lycée, moi, j'ai pu faire des cours de cuisine qui contribuaient aux notes finales que j'ai eues dans le bac. J'ai pu également faire des cours de sport, du coup, pour devenir coach sportive ou pour peut-être poser au niveau, coacher, par exemple, des Olympiens. J'ai des gens de ma classe qui ont terminé par faire ça. Et du coup, on peut plutôt explorer différentes facettes de l'emploi alors qu'on est au lycée. Ce qui nous laisse un petit peu plus un petit peu plus exposé au monde du travail. Et en plus de ça, on commence à travailler en parallèle du lycée. Donc moi, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à travailler. Ce qui est très courant. Nous, on travaille l'après-midi ou le week-end. Moi, je travaillais dans une boulangerie et j'étais assistante de vente. C'est peut-être pour ça que j'ai terminé à Paris. D'ailleurs, autant de temps entourer du pain et des croissants, c'était prédéterminé. Mais du coup, on apprend déjà beaucoup des compétences de base du monde du travail beaucoup plus tôt. Et du coup, tout ça dans une philosophie un peu différente, une manière de regarder le monde du travail différent. En plus de ça, quand on arrive vraiment dans le monde du travail, après le lycée par exemple, les entreprises qui cherchent du talent, ils vont demander soit des études supérieures, soit l'équivalent en année d'expérience. Ça veut dire que en France, on va demander un bac plus 5. En Australie, on va dire soit un bac plus 5, soit 5 années d'expérience dans le monde du travail. Et si jamais il faut trancher entre deux candidats, c'est le candidat qui a les 5 années d'expérience travail qui va primer. Donc, tout ça comme background pour expliquer où j'arrive à cette philosophie qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver en Europe au sens large. Et alors, on va évidemment profiter de ton œil, j'allais dire, de ta double casquette, hein, de ta culture native et du fait que tu connais très bien la culture européenne et française, pour essayer de regarder certaines zones classiques de la fonction RH, notamment le recrutement, à la fois d'un œil extérieur, de voir c'est quoi des automatismes qu'on voit même plus sur effectivement ce que tu viens de dire, la manière dont les fiches de poste sont calibrées et ce que ça veut dire, et peut-être de voir des alternatives qui existent quand on commence à appréhender une philosophie du travail par les skills plutôt que par les postes ou quelque chose d'un petit peu différent. Oui. Est-ce qu'on commencerait pas par le recrutement? Mhm. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, quand tu es arrivé et que tu es rentré dans une culture peut-être française, européenne, qu'est-ce qui, si on refait presque le rapport d'étonnement, qu'est-ce qui t'a choqué où tu t'es dit waouh, dis donc, c'est un gros fossé culturel là, parce que nous on le voit pas du tout comme ça? Oui, tout à fait. Après, bon, il y a la question qui est la plus évidente, c'est Alison, parce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais moi, j'ai un bac plus 6 mois. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire une école, une diplôme de business. Ça m'a pas du tout plu. Je trouvais que ça allait pas assez vite, c'était pas assez concret. Et du coup, au bout de 6 mois, je dis bah, au fait non, je vais faire autre chose. Je vais aller directement dans le monde du travail. Ça va me former beaucoup plus vite sur le business que dans une école. Et surtout, enfin, je serai financièrement indépendant beaucoup plus tôt.
Ce qui est quelque chose qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est que les études supérieures dans des pays anglophones sont souvent très, très chères. Et du coup, on peut beaucoup critiquer l'Europe et la France sur certaines choses, et je vais le faire, vous inquiétez pas, Mais pas sur ça. sur, mais pas sur ça. L'accessibilité aux études supérieures en France, c'est quelque chose d'excellent. Il faudrait pas arrêter ça. Je dis pas ça. Je dis juste que potentiellement, il y a d'autres manières en plus qu'on peut regarder ça. Donc, déjà, il y avait le côté, comment tu as pu trouver un boulot en France, Alison, alors que tu avais un bac plus 6 mois. Et du coup, la première chose qui m'a choquée, c'était, parce qu'en arrivant en France, j'avais quel âge? J'avais 21 ans, mais du coup, j'avais 6 ans d'expérience parce que ça faisait depuis mes 14 ans que je travaillais à l'enfance. Et du coup, essayer d'expliquer ça à un recruteur, essayer même de passer le barrage de première vue de CV, c'est pas très cohérent. Et surtout, j'avais fait beaucoup des boulots assez différents. J'avais travaillé dans une boulangerie, j'ai été serveuse, j'avais travaillé pour Club Med, j'avais voyagé avec eux. J'avais des boulots, pour moi, il y avait une sens. Et il y avait, entre chaque boulot que j'ai fait, c'est parce que j'avais appris quelque chose. J'ai utilisé ce que j'avais appris, par exemple, dans le boulanger, pour ensuite accéder à un boulot de serveuse qui était mieux payé, qui avait des meilleurs horaires. Et ensuite, j'avais utilisé ça pour ensuite aller travailler dans l'hospitalité au Club Med. Du coup, pour moi, il y avait une vraie façon de euh, ouais, enfin, me créer une échelle, non, parce que c'est pas linéaire, mais de me mettre sur ce que j'avais appris pour ensuite reach pour la prochaine chose que j'allais faire. Donc, mais c'était pas vu comme ça en France. Et j'ai eu beaucoup de chance, hein, mais j'ai dû surtout utiliser mes compétences anglophones, qui est de dire, bon, ça risque quoi d'essayer. Donc, je suis allée convaincre et négocier pour avoir mes propres boulots en France. Du coup, en disant, écoutez, on va essayer 2 semaines. Si au bout de 2 semaines, ça marche pas, on arrête. Ça a toujours marché. Ça a marché de partout. J'étais professeur d'anglais en arrivant en France. Je travaillais pour une agence qui me prêtait aux entreprises. Et au bout d'un certain temps, avec mes étudiants, j'avais un étudiant qui était le contrôleur de gestion. Je lui ai dit, super Ludovic, attends, vous allez payer autant à l'agence alors que moi je touche en somme bien plus bas. On ne pourrait pas juste se retrouver au milieu et vous m'embauchez directement. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon poste de CDI en tant que professeur d'anglais chez Le Bon Coin. Ce qui était assez atypique pour la France, même d'avoir un prof d'anglais en interne, ce qui est de plus en plus courant. Mais il fallait faire ça, il fallait créer ses propres opportunités. Et du coup, ensuite, j'ai pu utiliser ma positionnement interne chez Le Bon Coin. J'ai enseigné l'anglais à toute l'équipe, y compris des développeurs, des marketeurs, des gens de l'équipe sales. Et c'est là où je me suis fait toute une éducation tech qui a ensuite me permis de rentrer dans le monde des startups tech. Donc, c'est plutôt dire, et c'était pas si réfléchi hein, à l'époque, je vous assure, c'était pas en mode, ah tiens, Tout je vais ça pour arriver utiliser chez ça. Screen, Voilà. c'était super malin, ça. Exactement. C'est toujours facile de faire un narratif cohérent quand on regarde par le passé, mais en gros, l'approche que j'ai eue, c'est de dire, je suis dans cet espace maintenant, qu'est-ce que je pourrais apprendre et comment vite je peux leverage ce que je viens d'apprendre pour accéder à un poste plus intéressant, plus de responsabilités, mieux payé. Et je reviens souvent au salaire parce qu'on est complexé de parler de ça en France, mais au fait, beaucoup de sujets autour de le recrutement aujourd'hui, quand on en parle, c'est pas il faut qu'on en parle de ça parce qu'on parle de mobilité sociale, on parle d'accès au prochain job et c'est un sujet qui me passionne. Comment on peut aider des gens à accéder à des boulots qui le payent plus, qui leur donnent plus de liberté, qui les rapprochent d'utiliser toutes leurs compétences pour être épanouis au travail et de surtout ensuite avoir assez de la marge d'ensuite enseigner les autres et ouvrir des portes aux prochaines générations. Donc, c'est le sujet pour lequel c'est pour ça que je suis RH aujourd'hui, en tout cas. Alors, plein de choses déjà à dire là-dessus, évidemment. Moi, ce que j'observe, déjà, j'utilise cet épisode pour prendre du recul sur moi-même en tant que Français. C'est que, évidemment, effectivement, je suis assez proche de pas mal de cultures anglo-saxonnes. C'est un truc qui fait effectivement halluciner toutes les personnes qui ne sont pas françaises de voir à quel point le diplôme a un poids monstrueux. À savoir que effectivement dans le milieu startup, si je caricature à peine, et c'est intéressant quand tu disais bac plus 6 mois, déjà si t'as pas bac plus 5, t'existes pas.
Et on pourrait, Mmh. il y a plein de choses où on pourrait se dire, enfin pourquoi. Et l'étape d'après qu'on peut observer, si je fais un petit peu la caricature du milieu du travail et du milieu startup aussi, la phrase que j'ai peut-être le plus entendue sur les profils, ça va être bon bah sur ça on va prendre un HEC parce que comme ça on va être sûr que on augmente nos chances qu'il soit capable de faire XYZ. Alors que dans ce que tu viens de proposer dans ton propre parcours, qui peut nous servir de voir une autre manière et de voir les choses et du coup de se présenter, on pourrait aussi dire, bah, on va prendre quelqu'un qui est capable de faire. Parce Mmh. qu'il l'a déjà fait, ou parce qu'il va nous prouver qu'il ou elle est capable de le faire, comme ce que tu disais en disant, bah, embauchez-moi 2 semaines et je vais vous montrer que je vais y arriver et on verra à partir de là. Et c'est vrai que c'est très rigolo de se dire pourquoi est-ce qu'on est obligé de se dire bon allez on va prendre un HEC comme ça on augmente nos chances d'heure au lieu de passer directement dans les skills concrètement ou le fait Ouais. d'avoir fait. Ouais, tout à fait et c'était marrant, la première fois que j'ai entendu un pote, qui était bien passé la quarantaine, qui me parlait de son école. Enfin, ça m'a choquée. Et je pensais que c'était une exception. J'ai dit, il a dû particulièrement avoir bien vécu ces années d'études supérieures, et parce que pour qu'il parle encore aujourd'hui. Et quand j'ai réalisé que c'était très courant et que à la limite des gens se auto-identifiaient par leur école pour le bien ou pour le mal, les nombres de gens que je connais qui ont 35, 45 voire plus d'années et qui s'excuse encore du fait d'avoir fait un BTS ou d'avoir fait une université et ça m'a choqué et du coup c'est hyper ingrained dans la culture française et moi j'ai la chance de temps en temps d'intervenir dans un cours le ESCP et je le dis au début que j'ai un bac plus 6 mois donc j'enseigne dans un cours de bac plus 6 et je trouve ça intéressant. Je dis, mais attends, vous êtes en train d'apprendre de moi. Il faudrait, du coup, ensuite se remettre en question sur cette obligation de Bac plus 5 et ou cette fausse idée de la méritocratie que si quelqu'un a fait HEC, que du coup, ça veut dire qu'ils sont les meilleurs, alors qu'on sait très bien qu'il y a une certaine corrélation avec des gens qui ont accès à ce genre d'études. Et que surtout, moi, je pense plutôt quand les gens disent il faudrait qu'on prenne un HEC parce qu'il y a plus de chances qu'il va arriver, c'est plutôt pour dire nous, on sait le cadrer, on sait ce qu'il sait faire parce que le programme est très carré. Du coup, et surtout, si les fondateurs ou si le VC ou les deux, parce que c'est très souvent ça aussi, on fait HEC, au moins c'est un valeur connue. Et il y a pas tout à jeter dans ces sentiments parce que c'est vrai, il y a tellement d'inconnus dans le monde des startups. On va faire face à des challenges qu'on n'a jamais fait face dans toutes nos carrières. Que si on peut se rassurer dans certains trucs, on le fait. Moi, je critique juste la façon qu'on se rassure parce que si on pense que faire du pattern matching avec un nom d'école ou des gens qui nous ressemblent socio-économiquement, physiquement, ce qui finit par être le cas si on recrute que à HEC, en fait, oui, on enlève ce côté qu'est-ce qu'il sera capable de faire. Je sais, au moins, il est passé par ce cours-là, ce cours-là. Après, on risque de rassembler une équipe de clones où tout le monde s'est fait exactement la même chose et peut-être rien d'autre, et où tout le monde a la même théorie, mais pas beaucoup de pratique, parce que c'est pas énormément de pratique. Le focus pratique sur l'éducation supérieure en France pourrait être encore amélioré. Alors, les stages sont bien, et c'est bien que c'est obligatoire et intégré, mais il y a quand même un focus énorme sur la théorie, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des gens qui ont 26, 27 ans, qui ont jamais travaillé un jour de leur vie. Et j'avoue, ça se voit le premier jour. En étant RH, ça se voit. Alors, on va continuer un petit peu parce qu'effectivement, les diplômes, c'est peut-être ce qu'il y a de plus flagrant dans le côté monolithique de la représentation du travail en France. Il y a Bac plus 5 et le reste. Il y a les bonnes écoles et puis c'est tout. Et puis voilà. Avant de rentrer un peu dans les détails des alternatives, parce que c'est ça qu'on va faire, Mhm. hein, c'est les mindsets un peu alternatifs, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu peux nous donner un miroir de la culture française, d'autres manières qu'on a de penser de manière beaucoup trop monolithique, alors qu'en fait, il faudrait penser en petits blocs. Tu vois, par exemple, ce qui me vient, alors je fais le lien avec un épisode qui est passé il y a 2 ou 3 épisodes, Kevin de Germinal, qui a pris la fonction RH alors que c'est un growth marketer. Mm. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, dans la manière dont il présente les choses, et je suis tout à fait d'accord avec lui, il va te dire non, mais pour moi, les candidats et les candidates, c'est des prospects, et c'est pareil, et mes collaborateurs et collaboratrices, c'est des utilisateurs.
Donc Mmh, c'est exactement la même approche et je pense pas que je suis un mauvais DRH parce que j'ai jamais été RH. En fait, il y a un DRH excellent par ailleurs. Est-ce qu'il y a mmh. d'autres sujets sur lesquels effectivement on va être trop monolithique en disant pour être DRH, faut avoir déjà été DRH 5 ans ou je sais pas trop quoi. Oui, tout à fait et c'est exactement ça. C'est que, au fait, on a ce concept de on peut jamais rattraper, au fait, en Europe. Du coup, déjà l'école, du coup, imaginons qu'on a fait, on n'a pas fait une bonne école et que, du coup, on a fait un mauvais choix à 14 ans et du coup, notre première, boîte dans laquelle on est tombé, c'était pas bien. On a la sensation qu'on peut jamais rattraper ça en France. Et des personnes qui font comme Kevin ou que je connais, et d'ailleurs, ouais, j'adore cette histoire, comme moi, comme plein d'autres que moi je connais, ce sont des cas exceptionnels que tout le monde en parle parce que c'est l'exception. On a très bien montré que ça pourrait fonctionner, mais nous, il nous a fallu convaincre soit des fondateurs, soit des recruteurs, soit des RH, des individus qui peut-être on a tombé sur une bonne jour où ils avaient bien dormi et je parle pour moi aussi parce que c'est moi qui avais traité beaucoup de CV par le passé et si j'ai bien dormi je vais être beaucoup plus apte à prendre des risques que si j'ai eu une mauvaise sommeil ce qui est déjà pas excellent quand on parle de la vie l'indépendance financière des gens et du coup, on peut bien tomber sur des gens qui sont prêts à prendre des risques. Par contre, si on attend de l'exception, si on attend une RH bienveillant, un recruteur qui prend le temps de passer 1 heure de plus pour ensuite creuser et savoir ce qu'on est capable de faire, ou un fondateur qui recrute son pote en disant bah lui il a jamais fait mais c'est bon il peut le faire, ce qui est le plus souvent la manière qu'on peut changer de métier dans le monde des startups, c'est justement parce qu'on est un pote des cofondateurs. Ça passerait pas assez vite et ça va pas favoriser, à mon avis, des gens qui ont plus besoin que ça favorise. Pour moi, je pense que il faudrait qu'on rende l'exception beaucoup plus régulière en France. Et la France, c'est un pays des exceptions. Le français, Tout déjà, à fait. c'est pour des gens qui ont déjà appris le français comme langue étrangère, il y a plus d'exceptions que de règles à la base. C'est plus facile d'apprendre l'anglais, hein. Oui, bah ça je sais pas, mais c'est Ah, je te le dis. différent en tout cas. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête de dire, il faudrait que tout tombe dans une case et tout le reste c'est des exceptions. Et du coup, des cas à part. Il faudrait plutôt dire, peut-être il y a plusieurs façons normales de créer une carrière. Et dans ce cas-là, Hmm. ça déstigmatise, ça rend le parcours exception beaucoup plus clair parce que même moi, si je devais dire demain, si je devais donner des conseils, comment faire comme moi, ça serait compliqué de le systématiser, le parcours que j'ai fait, parce qu'il n'y avait pas de logique à l'époque. Du coup, maintenant, tout ce que je peux faire, c'est regarder en arrière et dire c'était quoi les moments clairs, comment on aurait pu ajuster quelque chose, c'était qui le decision maker, comment faire en sorte pour qu'il y ait 10 ou 100 ou 1000 de plus comme moi qui arrivent par une porte et ensuite sortir avec une promotion qui double le salaire dans un an et qui preuve tout ça. Comment on rend ça par l'exception? C'est tout ça qui m'intéresse. Et alors, effectivement, parce que ce qu'il y a de commun dans des histoires, on parle de Kevin, on parle de ton histoire, j'en parlerai peut-être un jour dans mon podcast, mais j'ai une histoire assez similaire ou un peu en mode renard à me créer ma propre place Mm. de bien des manières. Euh, Ça, on pourrait se dire, c'est bien, mais il y a des personnes qui sont câblées comme ça, souvent des profils assez entrepreneurs dans l'absolu, même entrepreneurs de leur vie ou de leur carrière, hein, c'est pas nécessairement monter un projet. Et c'est bien, mais on peut aussi, et c'est toi, ta responsabilité, de créer un environnement, des process, des règles dans une organisation comme Screen qui facilite le fait justement de considérer le travail par les skills plutôt que par d'autres règles qui sont trop rigides. Donc, évidemment, dans ce podcast, on essaye de faire du débat et surtout beaucoup de pratiques. Donc, je suis très curieux de savoir concrètement, en commençant par le début, à savoir le recrutement, comment est-ce qu'on introduit cette philosophie du travail par les skills plutôt que par les diplômes ou d'autres titres assez rigides. Concrètement, à quoi ça ressemble, en commençant par le recrutement? Oui, tout à fait. Et chez Screen, ce qu'il faudrait mettre en avant, c'est le fait que mes idées ont toujours été même pas bien reçues, limite amplifiées par Pierre, le CEO pour lequel je travaillais. Et ça change tout. Parce qu'il y a beaucoup des RH et des recruteurs qui ont des idées pour faire bouger ce genre de choses. Pour eux, ils vont écouter, ils vont dire, bah, Alison, on sait tout ça. Par contre, c'est vraiment eux qui finissent par avoir assez de pouvoir de décisionnel pour le faire. Ça dépend de la direction, ça dépend des hiring managers et tout. Et moi, j'ai eu énormément de soutien
de tous les hiring managers de Screen est le CEO. Et du coup, ce qui fait en sorte pour que on a pu tester plein de choses qui n'auraient pas allé plus loin ailleurs. Donc, il faudrait avoir ça en tête. Et du coup, pour nous, on avait une règle qui était simple, qui était on oblige une diplôme pour aucun de nos postes chez Screen. Donc, ce qui paraît un tout petite étape, mais ce qui font peu de boîtes, en tout cas peu de boîtes en France. Donc, si j'avais un nouveau hiring manager qui a rejoint l'équipe, qui a recruté pour la première fois et qui m'a envoyé un brouillon de sa fiche de poste, il y avait là-dedans ce qui était le cas dernièrement avec notre head of finance qui voulait recruter quelqu'un pour l'équipe comptable. Et du coup, c'est assez courant d'avoir un diplôme de comptable. Par contre, sur le brouillon, il avait mis le diplôme qu'on fait en sortant du lycée, ce qui est classique. Du coup, je lui avais dit, je comprends pour le métier, c'est encadré, il faudrait peut-être quelque chose, mais est-ce qu'il y a une autre forme de qualification externe qu'on pourrait faire plus tard dans une carrière qui serait l'équivalent et tout? Et du coup, dans ce cas-là, on avait réécrit ce truc en listant tous les possibles chemins qu'on pourrait avoir pour avoir cette tampon externe. Du coup, ce qui a ouvert le fait que peut-être des gens ne savaient pas qu'ils voulaient être comptables en sortant du lycée. Et ils sont revenus à ça plus tard dans leur vie. Et c'est pas pour autant qu'en lisant notre annonce, ils devraient dire « Ah ben moi, j'ai pas ça comme parcours ». Du coup, c'était la seule exception. Et encore, on a pu l'ouvrir. Et c'est parce qu'aux États-Unis, c'était obligatoire pour ce rôle d'avoir une certaine qualification externe. À part ça, du coup, on a recruté beaucoup des ingénieurs informatiques où on peut souvent voir obligé un CS degree ou quelque chose. Nous, on avait des autodidactes, comme on avait des reconversions via des bootcamps, quand on avait des gens qui avaient fait des écoles d'ingénieurs assez haut vues, en tout cas en France, dans l'équipe. Donc, il y avait ça, on enlevait cette obligation de diplôme. Deux, dans les fiches de poste, dans les annonces, on le retravaillait énormément pour dire essentiellement qu'est-ce que cette personne doit faire. Pas essayer d'être exhaustif sur toutes les tâches que tu peux, mais ça sert à quoi des choses qu'ils vont faire au quotidien. 3, 4, grand max. C'est quoi le nerf de la guerre pour que la personne puisse savoir. Et sur l'autre côté, quelles sont les compétences qu'il nous faut pour qu'il réussisse à faire cette tâche. Et du coup, plutôt que penser, si la tâche c'était par exemple contribuer à notre back-end qui a été écrit en Python, assez souvent des boîtes ils vont mettre du coup minimum 4 ans d'expérience en Python. Alors que, est-ce que ces deux choses, ils vont forcément ensemble? Est-ce qu'on peut contribuer au back-end qui est écrit en Python sans avoir pour autant passé 4 ans à écrire en Python? Et la réponse était, ah bah oui. Et même la personne qui écrivait le description de poste, qui faisait ce boulot tous les jours, aurait pas rempli ce truc. Donc, c'était juste une façon de questionnement constant et que toute l'équipe était partant pour faire, pour dire, ah bah non, en fait. Et du coup, c'était très rare qu'on mettait des années d'expérience dans quelque chose. Par contre, on voulait aussi aider les candidats à se positionner. Si c'était un rôle qu'on ne pourrait pas garantir du mentoring ou beaucoup de temps de formation, ça ne serait pas une très bonne expérience pour quelqu'un pour lequel c'était la première expérience développeur en entreprise. Du coup, ça, on précisait. On disait, par exemple, ça va être un bon poste pour quelqu'un qui a peut-être fait 2 entreprises et qui cherche une troisième, par exemple. Plutôt, et on s'en fiche si c'était 6 mois et puis nous, ou si c'était 10 ans, 5 ans et puis nous. On voulait quelqu'un qui avait vu le premier boulot où on apprend tout, une deuxième où on voit une façon différente, et le troisième où il fait le propre choix de comment on va faire. Du coup, c'était notre candidat idéal pour ce rôle, par exemple. Du coup, on essaie d'exprimer exactement ce qu'on veut dire et plutôt que d'utiliser des proxys. Parce que beaucoup des fiches de poste ont utilisé des proxys. HEC, c'est un proxy pour des compétences. 4 ans d'expérience en Python, c'est un proxy pour est-ce qu'il va être reliable, il va nous sortir du code que personne n'a jamais sorti. Du coup, on essaie de pas utiliser trop de proxys. Et le troisième exemple on avait parlé auparavant, qui était quand on recrutait des gens en entry level, ce qui était très rare chez Screen, on avait une équipe assez senior, on avait une headcount assez restreint. Du coup, on n'avait pas beaucoup de juniors dans l'équipe et on n'avait pas beaucoup de postes de juniors, ce qui était quelque chose qu'on souhaitait travailler sur, en tout cas en 2021. Mais dans l'équipe sales, par contre, on avait des postes entry level. Du coup, ce qu'on appelle un SDR, un Sales Development Rep, qui va être celui qui va aller sur LinkedIn, trouver des potentiels clients en disant, Alison, est-ce que tu auras 10 minutes pour qu'on puisse te parler d'un HR SaaS qu'on vient de créer? Ou qui vont cold call à des gens en disant, bah tiens, on a la meilleure solution de web app security ever chez Screen. Est-ce que tu n'auras pas une demi-heure pour qu'on te montre? Et ce rôle-là, ils sont le premier pas dans une carrière commerciale, souvent.
Et tous les boîtes du monde entier, ils souhaitent recruter des SDR qui ont déjà fait ce boulot. Bon, c'est très courant, sauf que tout le monde qui a déjà fait un boulot de SDR, ils souhaitent basculer dans un rôle de closing, ou plutôt full cycle sales. Et du coup, on se retrouvait comme tout le monde avec ce conflit qui est, nous, on veut des gens expérimentés, mais des gens expérimentés, ils veulent pas de nous. Et du coup, comment faire? Et normalement, quand on peut pas trouver des gens expérimentés, il faudrait qu'on trouve des gens qui n'ont pas déjà fait. Et du coup, comment on va sélectionner? Est-ce qu'on va aller chercher n'importe qui? Est-ce qu'on va recevoir chaque personne qui postule? Il faudrait quand même définir comment on va prioriser le recrutement. Et souvent, le proxy qui est utilisé souvent aux États-Unis, surtout à San Francisco, pour des postes de entry-level sales, c'est est-ce que le mec, il a été capitaine de son équipe de foot à l'université? Est-ce qu'il a joué au lacrosse? Est-ce qu'il a été président de BDE, par exemple, pour utiliser un exemple en France? Et c'est souvent ça le proxy qu'on va utiliser. En absence d'expérience, est-ce que c'est quelqu'un de populaire? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on aimerait bien prendre une bière avec? Bon, ce qui est certainement problématique, selon moi, en tout cas. Donc, on avait pris une autre façon de faire chez Screen. Et du coup, mais vous êtes resté dans une approche de dire parle-nous de ce que tu as déjà fait, plutôt de ce que tu as déjà fait de manière concrète qui se rapproche du job, plutôt qu'une expérience similaire. Oui, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait et je n'étais pas du tout toute seule sur cette expérience. J'ai eu beaucoup d'aide de notre équipe de sales aux États-Unis, mais je les avais dit, selon vous tous, quels sont les 5 trucs indispensables si on va réussir dans ce métier? Et ils ont commencé par des trucs plus classiques comme 2 ans d'expérience. J'ai dit non, mais qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut savoir bien écrire, par exemple, parce qu'effectivement, des photos autographes et tout ça dans les mails d'outreach, ça peut pas aider dans les choses qu'un prospect nous répond. OK, il faut savoir bien écrire, bien parler au téléphone. Parfait. OK, donc là, on y arrive. Good written communication skills, ça, c'est concret. Ça, on peut tester très facilement. Ça, on peut même savoir dans une application de poste si au fait, cette personne a ça. Il faudrait que quelqu'un qui est très coachable, du coup, qui prenne vite un feedback et qui l'intègre. Et du coup, qui cherche ça, surtout. Parce que c'est une poste très formateur et si on est très rigide, si on a des avis sur comment il faut que ça soit fait, alors que dans les startups, on teste plein de trucs en sales sur la manière qu'on va vendre, du coup, ça va pas matcher. Du coup, ce qu'on va chercher, c'est comment ils peuvent, dans ces 6 skills qu'on avait identifiés, comment cette personne pourrait nous montrer qu'ils ont déjà acquis ce skills. Donc, on le fait sous en forme de typeform. Et du coup, on avait expliqué notre démarche. On a dit, des SDR, il faut qu'ils écrivent des mails et qu'ils fassent du cold calling toute la journée. Est-ce que tu pourrais nous écrire juste 2 paragraphes sur un sujet qu'on les avait donné? On s'en fiche un petit peu du contenu, on veut juste savoir comment tu t'exprimes. Du coup, c'est pas grave, c'est juste pour savoir naturellement comment tu écris. En plus, le deuxième étape, ça va être un call, du coup, on va voir vite comment ils sont au téléphone. Ensuite, on va demander quelque chose en disant c'est quoi le dernier conseil que quelqu'un t'a donné et t'as changé quoi ensuite. Donc, c'est plutôt d'essayer de collecter des infos relevant pour ensuite prendre vite une décision. Et du coup, nous, on collectionnait toutes ces applications, on lisait les réponses et on avait une tâche parce que des SDR, il faudrait qu'ils soient plutôt doués en recherche parce qu'il faudrait qu'ils trouvent le bon decision maker, il faudrait qu'ils trouvent l'adresse mail, il faudrait plein de choses. Du coup, on les avait donné 2-3 challenges. On avait dit quel membre de l'équipe de Screen habite à Lisbonne, par exemple, et du coup, il fallait qu'ils trouvent notre VP Engineering Nuno. Et du coup, il y avait des petits trucs comme ça qui ont engagé déjà des candidats dans le processus et qui nous a aidé à aller beaucoup plus vite sur le tri de CV. Et 2, qui nous a donné beaucoup plus d'infos que si on avait un CV qui venait juste sans aucun information complémentaire et on aurait eu du mal à dire ah ben d'accord, ok, lui il a été serveur dans un restaurant, est-ce qu'il pourrait faire le travail? Moi j'aurais tendance à dire oui. Par contre, si j'en ai 10 comme ça, j'appelle qui en premier, comment on va le faire, est-ce que j'ai le temps de passer 10 entretiens? Donc ça nous a donné plus d'infos. Et surtout, ça nous a aidé à recruter 10 personnes pour ce poste en moins de 4 semaines. Dans des poules qui sont des poules très différentes, des viviers que les autres HR peuvent aller rencontrer, évidemment, parce que forcément, tu ouvres les vannes. Oui, tout à fait. J'étais assez triste d'entendre une histoire d'une des candidats qu'on avait en processus qui était d'origine du Mexico.
m'a avoué qu'il était étonné d'avoir avancé si longtemps dans notre processus parce que la plupart des gens lui disaient, a priori, son anglais allait pas être assez bien à l'écrit pour qu'il passe l'étape sans pour autant regarder comment il écrivait des mails et tout. Et je te jure, enfin, c'était beaucoup plus poli et mieux écrit que moi je peux faire. Alors donc ça m'a rendu triste d'entendre ça, alors que pour moi c'était juste évident que c'est pas bon. Là, on est en train de faire un podcast en français. Si des gens auraient dit ah bah non, on n'invite pas Alison parce qu'elle fait des fautes en masculin féminin, on le laisse pas la chance. Voilà, donc il y a des choses tout simples qu'on s'en rend pas compte et on peut enlever des opportunités de travail à plein de gens alors que on devrait pas. Mais et en t'écoutant, moi, il y a une manière de présenter les choses. Je suis très sensible au fait que là, tu nous as pas donné une recette magique en disant bah, chez Screen, on a fait ça, on fait Typeform, etc. Tu nous apprends plutôt à pêcher, quoi. Tu nous dis regardez les choses d'une autre manière. Et je trouve, enfin, moi, j'accroche beaucoup à ce que tu dis de dire éviter les proxys. Quand on veut chercher quelque chose, on cherche quelque chose et on évite les proxys. Et ça me fait penser à deux anecdotes dans un sens et dans l'autre, de montrer les problèmes que ça peut créer quand on pense en proxy versus en pas proxy. Mm. La phrase que j'ai le plus entendue dans différents milieux professionnels, et tu l'as quasiment dit tout à l'heure, c'est des gens qui écrivent des fiches de poste en disant ah, eh ben dis donc, en vrai, on recruterait personne de l'équipe avec cette fiche de poste. C'est rigolo quand même. Non, c'est pas rigolo, c'est dramatique. Ça veut dire que Mm. la fiche de poste, elle est très très mal écrite. Si on est en train de créer des barrières à l'entrée qui fait que globalement personne de la boîte n'aurait été recruté. Et l'autre anecdote qui moi et pourtant c'est un drame. Alors je sais pas si si tu l'as déjà vécu dans une de tes boîtes, mais en tout cas c'est un grand classique du milieu startup et qui montre le problème du proxy dans l'autre sens. C'est la boîte a grandi, on va recruter un A-player, anciennement Google, Facebook ou Apple, qui va être la personne la plus payée de la boîte, qui a eu un gros poste, et on prend tellement pas le temps de calculer ce qu'il va vraiment faire ou ce qu'elle va vraiment faire, que c'est une personne qui arrive et où il y a un gros problème de culture fit. La personne en fait n'est pas capable d'être hands-on parce qu'elle a eu l'habitude de travailler avec un budget énorme et une équipe énorme, alors que en fait, au lieu de s'arrêter au proxy de waouh, Google, VP whatever à Google, ça claque quand même, on aurait dû se dire non, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Cette personne va devoir scaler le MRR de 10 à 100. Ok, bah c'est ça qu'on veut voir faire. Et qu'est-ce que ça demande comme skills pour faire ça peut-être? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et sur le premier anecdote, le parti à l'équipe aura pas passé, enfin avec ce niveau d'exigence. En fait, vite. Et même moi, j'ai fait l'erreur par le passé de nous excuser en disant ah non mais chaque personne qu'on fait entrer dans l'équipe, on veut raise the bar, on va lever le niveau dans l'équipe. Ce qui est vrai. Par contre. Si on fait venir cette personne et pour un poste qui sert équivalent à quelqu'un dans l'équipe, surtout au niveau salaire et tout, bon, est-ce que c'est vraiment ce que on veut dire, ou est-ce qu'on veut dire plutôt, est-ce qu'on a corrigé pour faire chez Screen, est-ce qu'on cherche à dire dans une équipe de dev, par exemple, il nous faudrait des gens qui ont peut-être 5 ou 6 compétences différentes. On peut pas attendre que tout le monde soit ultra doué sur les 6, probablement très bon sur 2-3, et les autres, ils peuvent s'en sortir, ils montent en compétences. Par contre, sur le prochain hire, il faudrait qu'on fait l'inverse. On prend quelqu'un qui est fort sur les autres 2-3 et qui, on peut le faire monter en compétence sur ça. C'est comme ça qu'on lève le niveau entier de la boîte. C'est en pensant brique par brique et plutôt que recruter 1000 personnes qui savent faire exactement la même chose. Et avec le deuxième anecdote, ce qui est très compliqué, il faudrait que je choisisse un petit peu mes mots parce que Screen était fondé par deux anciens d'Apple et qui ont passé leur temps chez Apple. Non, mais on n'a rien contre Apple, hein, c'était l'exemple. non, mais bien sûr. Après, je pense qu'ils partagent exactement le même avis que moi et qui est pour dire que dans le GAFA, on a énormément de soutien, même des équipes internes. Du coup, on a rencontré ce problème énormément quand on cherchait des leaders. Et effectivement, pourquoi pas regarder des gens qui ont passé par le GAFA parce qu'on sait que c'est difficile d'atteindre ces postes. Alors, effectivement, c'est un proxy. Est-ce que c'est un proxy utile pour un startup? Moi, j'ai des doutes. J'ai beaucoup de doutes parce que on sait que dans le GAFA, on recrute pas pour une poste, par exemple, on recrute en masse et puis ensuite on voit où est-ce qu'on peut positionner ces gens en interne, ce qui est tout l'inverse de startup où on cherche précisément pour régler un problème avec un recrutement. Deuxièmement, il y a beaucoup de soutien.
Et c'est pas récompensé dans les GAFA de voir large avec beaucoup des équipes. C'est surtout d'être très focus sur une petite partie du brick et fait ça excellent. Ce qui est pas du tout le cas des startups. Donc effectivement, je pense que les early stage startups, ça les aide pas énormément de prendre des gens de ces équipes, sauf s'il y a une très bonne raison pour, mais pas juste prendre parce que ça fait briller le fait qu'on a un ancien de Google dans l'équipe. Et je voulais rebondir sur un point que tu as souligné et qui est très important. Ça me permet de faire le lien avec l'épisode qu'on avait enregistré avec Anaïs de Live Mentor, où Mhm. ils utilisent un peu le même genre d'approche. C'est de dire, si on a besoin, on a défini un skill set de 5 ou 6 skills pour un poste et qu'on a des personnes qui sont très bonnes sur l'une ou l'autre ou une partie et pas sur les autres, ça crée quelque chose qui peut être très déroutant quand on a l'habitude de recruter sur des diplômes ou des choses comme ça. C'est quand on recrute sur des diplômes, les gens vont être assez homogènes. Ils vont avoir un skill set ou en tout cas une certaine base de comment dire, de pâte à modeler sur laquelle on peut un petit peu travailler. Et ce qui est intéressant, c'est de garder en tête que quand on ouvre à des profils très très différents et dans des pools très différents parce qu'on dit qu'on veut ce skill, euh, nécessairement, ça implique que sur les autres skills, il y a un travail pour aider les personnes à les apprendre et donc à les former, à les faire évoluer. Et ça, c'est important parce que je pense que dans le monde français latin, on a moins cette habitude de dire si tu es très très bon sur ça, mais qu'il y a d'autres choses que tu dois apprendre, t'inquiète pas, tu vas les apprendre avec nous. Et on préfère des gens qui sont déjà clés en main, j'allais dire. Donc, mais je voulais souligner ton point de dire oui, quand on recrute des personnes sous l'angle des skills plutôt que d'une école, par exemple, ça implique d'avoir un plan pour aider les personnes à se développer sur les skills qu'elles vont apprendre en cours de route. Je pense l'inverse est plutôt vrai. Je pense que par contre, si on recrute sur des diplômes, c'est plus caché, c'est moins évident. En fait, c'est moins mis en avant les faiblesses, parce que c'est moins mis en avant les forces aussi. Oui. Et du coup, pour moi, en fait, si on recrute que sur les diplômes, le fait qu'on a visé juste avec l'accord du poste, l'industrie, le contexte, c'est beaucoup moins possible. Je pense que si on a pris le temps de dire c'est quoi exactement le poste, quelles sont les compétences, et surtout, je pense si on a cette mindset de découper en compétences, aussi, en fait, on peut voir à quel point c'est facile, entre guillemets, d'acquérir des compétences et pas que via une formation en présentiel qui est prise en charge par notre compte formation. Et je pense que c'est surtout ça que moi, je veux souligner, c'est le fait qu'on est en train d'acquérir des skills tous les jours, tout le temps. Là, on vient de passer une année pas du tout souhaitable, mais on a quand même tous, même sans chercher, on a tous acquis des nouvelles compétences là, en gestion de travail différent, en gestion de soi-même, en communication. Il y a tellement de choses qu'on a acquis tout le temps. Des gens qui deviennent parents pour la première fois, ils viennent d'acquérir tout un tas de skills qu'ils n'avaient pas avant, mais aujourd'hui, comment on va les reconnaître au sein d'une boîte? Bon, pas du tout, très mal, je sais pas. Et imaginons, on vient de s'entraîner pour un marathon, on vient d'acquérir d'autres skills et tout. Du coup, la vie, tout au long de la vie, on est en train d'apprendre des choses. Parfois avec une direction, avec une intention claire, parfois juste parce que c'est ça la vie, de grandir, de vieillir, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de lire, de marcher dans les rues, de faire face à des choses perso. Donc, alors que le diplôme, les intitulés de poste qu'on a fait auparavant, ça limite énormément les compétences qu'on acquiert tout au long d'une vie. Donc, je pense que cette façon de découper en compétences, ça laisse un chemin beaucoup plus clair aux gens sur comment je peux avancer dans ma carrière. Qu'est-ce qui me manque concrètement pour aller au prochain stade? Parce que disons que si le poste nous nécessite 5 compétences et on a carrément validé 4, le cinquième, il est hyper clair. Et et probablement pas si difficile à apprendre. On cherche sur YouTube, on trouve des MOOC, on appelle 5 personnes qui ont fait ce métier, on les démarche sur LinkedIn, on lit 3 bouquins. En fait, l'acquisition des compétences n'est pas la partie compliquée de notre époque. Hein. Il y a tellement de formations, des manières de se former pas très chères ou gratuites aujourd'hui. Le problème, c'est le curation et la direction. C'est qu'est-ce qu'on va apprendre demain, dans quelle priorité, et encore une fois, pour accéder à quoi comme mobilité sociale, mobilité financière, pour faire du travail plus intéressant, et surtout que ça soit reconnu par l'employeur.
parce qu'on peut faire beaucoup de formations aujourd'hui. Et des gens me demandaient assez souvent quand j'étais chez Screen, si je veux rentrer dans le monde de cybersécurité, il faudrait que je fasse quoi comme certification. Et c'est dur parce qu'il y a des gens qui vendent des certifications très, très, très chères aux gens qui souhaitent avoir accès à ce monde parce que c'est un monde avec beaucoup d'avenir, qui est plutôt bien payé. Et ensuite, il y a un recruteur comme moi, par exemple, nous, on n'a jamais regardé de certification en cybersécurité pour le type de travail que nous, on faisait. Donc, il faudrait qu'on colle beaucoup plus les recruteurs, le monde de l'entreprise avec des gens qui créent des formations et des certifications pour que c'est très vite utile, que c'est recognizable, pour qu'il y ait une raison de faire. Parce que sinon, on pourrait se former, et se former sans but financier, sans but de promotion, c'est bien. Par contre, aussi, ça serait cool de savoir quelle est la prochaine étape. Et historiquement, équipe RH, comme équipe recrutement, comme équipe direction, comme les boîtes au sens large, quelqu'un de ton équipe, il vient te voir, ils disent, mais j'aimerais bien, aujourd'hui, je suis un manager d'une équipe, j'aimerais bien être directeur d'une plus grande équipe d'ici un an. La réaction classique en France n'est pas, ah bah tiens, on prend 2 heures demain, je t'écris le feuille de route et on y bosse ensemble. Et surtout, je trouve mon réseau et ensuite, tu lis un super bouquin. Et par contre, moi, je suis faible sur ce côté que tu vas devoir apprendre. Du coup, je vais appeler ma pote qui pourrait ensuite... c'est pas comme ça qu'on réagit aujourd'hui, pas parce qu'on est méchant, c'est parce que nous, on ne sait pas exactement. On sait pas exactement le truc qui te manque pour aller. On dit attends encore 2 ans et puis reviens me voir et on verra si on peut faire un truc. Donc c'est très flou pour les gens de prendre en main leur carrière et d'avancer. Du coup, on est aveugle et du coup on cherche, on essaie un truc, on voit si ça marche. Est-ce qu'on peut convaincre un recruteur et du coup il faudrait systématiser tout ça, il faut le productiser. Il faudrait que ça soit ultra clair pour les recruteurs comme des RH, comme des équipes de mobilité interne. Et il faudrait également pour les candidats, des salariés, des gens, qu'on puisse mieux apprécier ce qu'on sait déjà faire et les gaps et comment ensuite on peut les closer pour ensuite accéder au travail, au prochain travail. Ce qui est sûr, c'est que n'importe quel soft skills ou soft skill ou hard skill sera plus facile à développer, à un instant T que de remonter dans le temps pour faire Polytechnique, parce que tu as loupé, le bon premier mouvement parce que tu savais pas à l'époque, ou HEC ou l'ENA ou n'importe quel, grand diplôme français. Écoute, Alison, je te remercie beaucoup. Je pense que, ce qu'il faut garder de cet épisode, et je te laisserai le faire en mot de la fin évidemment, mais je fais moi ce que j'en garde, c'est que c'est une question pour toutes les personnes qui nous écoutent, que vous soyez RH, que vous soyez founder ou vous soyez juste enthousiaste des sujets de Human Factor, euh, c'est de vraiment considérer pas le proxy, mais la question de départ. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Qu'est-ce que cette personne va faire? Comment on y arrive? Comment on cherche les bonnes personnes? C'est valable pour le recrutement, c'est valable pour les promotions. On n'en a pas beaucoup parlé, mais évidemment, la question peut être, OK, je veux être là plus tard. What does it take? Enfin, qu'est-ce qui me manque pour y arriver? Et comment on fait un plan pour que tu y arrives? Et je pense qu'il y a plein de manières qui demandent un tout petit peu de réflexion, de brainstorming ou de benchmark, de traduire ça dans des process, que ce soit des process de recrutement, de promotion, and else. Ouais, ouais. Et tout ce que j'ai rajouté à ça, c'est si en écoutant ce podcast, tu te dis, je suis déjà convaincue et je parle de ce sujet en interne depuis hyper longtemps et ça prend pas ou, enfin, il y a des gens, enfin, j'arrive pas à faire vivre ce genre de choses, bah, faites-moi signe. Je serais ravie d'aider sur ça. Et si par contre tu l'écoutes et tu dis non mais ça va jamais marcher parce que X, Y machin, non c'est pas possible, non ok d'accord Alison peut-être en Australie un tout petit pays, peut-être ça marche mais ici ça marchera pas. Également faites-moi signe mais surtout pensez à vous-même d'abord et dire si demain quelqu'un était capable de me dire à moi-même que je pourrais accéder à un travail plus intéressant, mieux payé, avec beaucoup plus de liberté, plus de temps pour ma famille, tout ce que je veux, passe juste en apprenant un skill ou 2 skills de plus et qu'ensuite je serai embauchée. Bah, pense à ça pour vous-même d'abord et puis ensuite on en reparlera parce que je pense que peu importe le niveau de notre carrière, si on est graduate, si on est très expérimenté, si on est founder, on aurait bien aimé que quelqu'un pense de nous comme ça. Donc, il faudrait partir de ça et puis ensuite on peut améliorer pour les autres. Top. Et alors, où est-ce qu'on engage la conversation avec toi si on veut justement rentrer en contact sur l'un de ces sujets? Tout à fait. Comme tous les recruteurs RH du monde entier, je passe ma vie sur LinkedIn et du coup je suis là. Et sinon, si un mélange de contenu RH et chat vous plaise, c'est plutôt Twitter.
OK, top, le message est passé. Ensuite, tu connais nos petites questions traditionnelles de fin d'épisode. Quelqu'un qui a envie d'aller plus loin sur ce sujet ou un autre, quel livre, podcast ou blog tu lui recommanderais? Oui, alors il y en a un qui parle précisément de ce sujet, que j'aime beaucoup, qui est encore, peu, je trouve, peu parlé et peu lu dans le monde francophone des startups, en tout cas, parce qu'il est en anglais, mais ça s'appelle The End of Average. Et du coup, c'est un bouquin par quelqu'un qui s'appelle Todd Rose, qui, entre autres, c'était un chercheur à Harvard, mais c'est surtout tous ces concepts de éducation, employement, comment on évite de cluster around the average. Du coup, ça veut dire comment on lève le niveau de tout le monde et comment on comprenne mieux ce chemin entre différentes carrières, et en utilisant plein d'exemples de plein d'industries et de la vie courante. J'encourage à tout le monde de prendre, et si cette livre t'intéresse et tu n'as pas le moyen de t'offrir, tu me fais signe également. OK, alors je donne un petit tips, ça n'a rien à voir, mais parce que j'ai eu la discussion il y a pas longtemps, sur la question du: «J'ai un livre, qui serait hyper important, mais j'ai pas les moyens de m'offrir pour, quelque raison que ce soit». Il y a un petit shortcut qui existe, c'est que la plupart de ces livres-là existent sur Audible, et Audible, le premier livre est gratuit. Donc je fais pas de la pub Mm. pour Audible, mais c'est un petit hack que je conseille sur, toutes les personnes qui, ont des difficultés, là-dessus. Ensuite, tu connais la tradition, tu viens toi-même de cette tradition, on s'est rencontrés par ce biais-là, de passage de micro à l'invité d'après. Qui est-ce que tu aimerais nommer pour le prochain épisode du podcast, sous-entendu des RH ou des personnes de ton environnement qui t'impressionnent, que tu aimerais entendre dans ce podcast? Oui, tout à fait. Alors, je cite souvent le même nom, qui est Sarah Ben Allel, qui est chez Conto en tant que VP People. Si vous connaissez pas Conto, ils ont connu une croissance incroyable, surtout des effectifs et de tout ce qui va avec. Pourquoi je recommande Sarah, c'est que je le recommande aux membres de mon équipe. Du coup, je viens de mon contrat pro chez Screen, je l'ai recommandé chez Sarah. Elle vient d'être embauchée en CDI. Du coup, je suis ravie. C'est quelqu'un qui, je pense, à la fois a le côté plus franco-française de RH, ce qui est une très bonne base, et ensuite le côté plus international et aller de l'avant, et surtout qui comment on dit en anglais, the proof is in the pudding. Si vous regardez la croissance de Conto et comment ça a été géré, il y a une belle partie qui est grâce à Sarah, donc il faudrait lui parler. Et je ne trahis aucun secret, mais nous discutons avec Sarah, qui est sur un autre projet très important en ce moment, mais qui probablement passera dans le futur dans ce podcast, et on s'en réjouit d'avance. Écoute, Alison, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi et de pouvoir bénéficier de ton expérience très riche avec beaucoup de rebonds et d'histoires. Je te remercie beaucoup pour ton temps, et puis bon, il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt. Merci Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain